On va tenter de savoir exactement où on en est parce que c'est difficile d'y voir clair entre les communications des uns et des autres. Benoît le disait il y a quelques instants, il y a ce que les Russes disent, il y a ce que les Ukrainiens affirment. Il y a quelques instants, Anna Maliar, la vice-ministre de la Défense, a annoncé que 7 villages avaient été reconquis. Voilà, les chiffres évoluent. Et c'est vrai, Magali, que petit à petit, on commence à revoir ces fameuses images qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, alors qu'on voit ici les cartes. On va prendre le temps de vous les expliquer et Didier François va prendre tout le temps qu'il faut pour qu'on comprenne bien exactement où on en est. Mais d'abord, sur les images, on revoit à nouveau ces drapeaux ukrainiens qui flottent sur certains villages, des images qu'on n'avait plus vues depuis des mois maintenant. Et c'était peut-être ça le message le plus urgent que les Ukrainiens voulaient envoyer. Oui, parce que c'est aussi pour le moral des Ukrainiens. Et on l'entend d'ailleurs dans le sujet de Benoît Cristal, cet Ukrainien qui dit « Enfin, ça y est, les choses bougent à nouveau Ouais. ». Donc évidemment, il y avait beaucoup d'espoir. Et il y a beaucoup d'espoir autour de cette contre-offensive. Et ces images, elles sont à destination de la population ukrainienne pour leur dire « Ça y est, ça a recommencé ». Et on est en train de reprendre, de libérer des villages. C'est à destination aussi de l'armée ukrainienne pour leur dire que certains points sont quand même marqués, même si on le voit bien, la situation sur le terrain est extrêmement difficile. Puis ces images qu'on voit là, elles sont peut-être à destination de nous, hein, les Européens, les Occidentaux, parce que nous aussi, on l'attend, cette contre-offensive. On en a beaucoup parlé. Les gouvernements occidentaux ont mis énormément d'argent sur la table et attendent de voir aussi des résultats. Alors après, tout ça va être long. Emmanuel Macron, qui reçoit ce soir le chancelier Scholz et le Polonais Duda, disait la contre-offensive, elle a commencé, mais ça va prendre des semaines, ça va prendre des mois. Il va falloir être patient, attendre des résultats, ne pas se précipiter. Mais c'est vrai que ces images, elles font du bien au moral des Ukrainiens qui attendaient qu'enfin les choses bougent sur le terrain. Alors, on va retrouver la carte. Donc, Didier François, il y a quelques instants, Benoît Cristal, sur place, depuis Zaporijjia, nous disait, en gros, il y a 3 fronts, pour faire simple, 3 fronts, 3 axes, exactement. Aidez-nous à y voir un petit peu plus clair sur cette carte sur laquelle, c'est vrai, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de couleurs différentes, mais en réalité, tout ça est assez simple. Hein. Oui, alors Benoît nous a vraiment bien décrit la situation. En fait, vous avez là, on parle du front sud, hein, Ouais. l'offensive en direction du sud. C'est grosso modo de Zaporijjia, qui est totalement à l'ouest, hein, sur le Dniepr, jusqu'à, allez, disons, Vuhledar, qui sera le point le plus à l'ouest de ce secteur de front. Effectivement, il y a 3 axes. Le premier axe, il est quasiment à la verticale de Melitopol. Et il descend plein sud en partant de Kamianske le long d'une route qui s'appelle la E105. Et l'objectif est clairement d'arriver sur Melitopol à terme. En tout cas, si on tire un trait, C'est pas très loin, c'est une centaine de kilomètres. Hein. c'est 90 km exactement. Ouais. Et à ce stade, les Ukrainiens sont à 11 km dans leur avance sur cet axe-là. Voilà. Il y a un deuxième axe un tout petit peu à côté, pas très loin, qui part de Ohririf, là où était Benoît, et qui descend, lui, vers un autre nœud stratégique important à côté, qui s'appelle Tomcat, et qui est, voilà, là aussi, pour l'instant, c'est les 2 axes sur lesquels il y a le moins de communication. C'est sur lui sur lequel, au départ, ça a été un peu plus compliqué, où il y a eu les pertes de léopards. Et pour l'instant, les Ukrainiens restent extrêmement discrets sur ce qui se passe sur ces 2 axes. Néanmoins, il y a à la louche 50 km² qui ont été repris dans cette zone-là. Il y a le 3e axe qui, à ce stade, semble être, je dis bien semble être, le plus prometteur, qui lui part de Velika Novosilka et qui est descendu à peu près une vingtaine de kilomètres le long de la route T0518 en direction de Berdiansk ou Mariupol, parce qu'un tout petit peu plus loin, il y a un axe parallèle qui Vuhledar et fait Vuhledar, voilà. Voilà, c'est ce qu'on voit ici plus précisément. Vous voyez 4 villages qui ont été repris, mais ce qui est intéressant, c'est que ce front fait à peu près 25 km de large, et surtout, il court le long de la route, donc la fameuse route en question, le long d'une vallée, d'une rivière, mais aussi, alors ça pourrait être en fait très, très faible, mais ils ont réussi à prendre les hauteurs autour, les Ukrainiens. Et là aussi, c'est très mobile. Alors attention, on est quand même là dans une phase préparatoire. C'est totalement cohérent avec ce que nous explique et ce que voit Benoît. On a vu à peu près engagé jusqu'à présent l'équivalent d'à peu près 20% des forces capables d'attaquer dans cette zone-là par les Ukrainiens, qui continuent de tester ces axes-là pour voir où ça passe le mieux. Ils sont encore à une dizaine de kilomètres
une dizaine de kilomètres, c'est pas rien, de la ligne de défense principale des Russes. On a des Russes qui ont absorbé le premier choc et le test et qui se sont un peu repliés, mais pas en mauvais ordre, bien couverts par leur artillerie et leur aviation. Les Ukrainiens ont d'ailleurs eu des petites difficultés au tout départ. Et là, depuis quelques jours, avec une mauvaise météo qui va durer jusqu'à mercredi, ça leur a donné un petit peu plus d'espace pour tenter. Alors là, on voit Blahodatne. Et donc, on voit bien, voilà, ils sont en train de tester avec le gros qui est derrière et qui commence à s'engager petit à petit. Là, par exemple, quand il y a une contre-offensive cet après-midi de la 127e division de fusiliers motorisés russes dans cette direction-là pour essayer de reprendre les hauteurs, qui semble-t-il à ce stade, mais c'est pas confirmé à 100%, donc je fais attention à ce qu'on dit, là, vraiment des grosses prudences, ça aurait échoué parce que là justement, ils ont engagé une partie, une toute petite partie des moyens lourds, entre autres avec la 4e brigade blindée qu'on a vu apparaître. Donc on voit des choses qui se passent, on voit que cette ligne de test est en train d'être faite, et alors ça va être long, effectivement, ça va pas passer comme dans du beurre, et c'était bien prévu comme ça. Les Ukrainiens acceptent le risque des pertes et du matériel cassé. Mais ce qui est intéressant, et ce que nous apprennent les images de Benoît, c'est que le matériel qui a été normalement endommagé sur les champs de mines très importants a été récupéré et a sauvé les vies, puisque la plupart du matériel qu'on a vu cassé était cassé avec les trappes ouvertes, donc ça veut dire que les équipages n'ont pas été tués. Et donc c'est ça le but du jeu, c'est l'intérêt du matériel occidental, c'est qu'il sauve les équipages, alors qu'en général, le matériel de l'ancien soviétique a tendance à partir en feu et lumière. Donc là, attention, rien n'est joué. On est au tout début des affaires. Le gros n'est pas engagé. Et je pense que le général Saint-Quentin vous expliquera mieux que moi comment ces choses-là se décident et comment ensuite ça peut ou pas élargir. On est toujours dans une phase très importante pour voir quels sont les mouvements russes. Est-ce qu'ils engagent ou pas leurs réserves? On a des Russes qui, en défensif, sont assez by the book et font assez bien les choses. Donc il faut travailler sans crainte, mais en étant prudent et attentif, bien rester tout le temps sous la protection de son artillerie. Alors justement, évidemment, on a envie de vous entendre, général, pour savoir quelle est votre analyse de ces premiers résultats. Est-ce que de votre point de vue, je ne sais pas si on peut d'ores et déjà parler peut-être de demi-succès, de demi-échec, de préparation. Quel est votre jugement sur ce qui se passe là? Est-ce que ça correspond à peu près à ce qui pouvait être prévisible? Pas filer la métaphore sportive, mais on va pas donner le coup de sifflet final alors que le coup d'envoi vient à peine d'être donné. Donc le succès, échec pour l'instant. Oui, mais on peut marquer des buts dès la première minute, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais là, alors les buts, moi je serais plutôt dans la métaphore rugbystique. On est plutôt dans le travail des avants qui font du pick and go pour fatiguer la première ligne adverse et permettre de lancer les lignes arrière. Voilà. Non, je crois que définitivement l'offensive, elle a effectivement commencé. Ça se voit à travers tous les commentaires qui viennent d'être faits, notamment ce que vient de dire Didier, ce qu'a dit Benoît tout à l'heure, et qui voit mieux les choses que nous. Mais il a dit une chose importante, c'est que en fait, le gros des forces n'ont pas encore été engagées. Pour moi, il y a quelque chose qui est assez criant, c'est que en fait, tout le monde savait que cette offensive devait avoir lieu, ou contre-offensive ou offensive, cette attaque devait avoir lieu. Tout le monde le savait, les Russes le savaient, se sont installés, on le voit, on pourra même en dire un mot tout à l'heure. Et donc, en fait, la seule indétermination, c'était un peu quand, mais bon, quand ce serait sec, en fait, et quand il ferait beau. Et puis, c'était où. Mais en fait, il n'y a pas 36 endroits. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, finalement, ce que font les Ukrainiens, c'est de tester tous les endroits possibles et de regarder comment ça réagit. Voilà. Et sur quoi ils tombent, et certainement, ils écoutent beaucoup ce qui se passe derrière, parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, déjà, c'est les champs de mines. C'est-à-dire qu'en fait, la première ligne de défense, c'était probablement ce qu'on appelle des sonnettes dans le jargon, donc des troupes russes assez légères devant, qui n'ont pas pour mission de combattre, mais plutôt d'alerter. Quand ils voient arriver, ils tiennent, ils arrêtent, ils freinent. Mais après, ce qui arrête et qui freine véritablement, ce sont les champs de mines couverts par de l'artillerie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des passages pour passer dans les champs de mines, mais à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des tirs repérés. C'est-à-dire que l'artillerie qui est 20 km derrière, elle a repéré des tirs. Il suffit de demander, quand on est devant et qu'on voit les chars ennemis arriver, dire je veux le tir numéro 1 ou le tir numéro 12, peu importe. Et là, tous les éléments sont aux pièces et dans les 2 minutes, vous avez une frappe qui tombe.
Donc vous voyez bien un peu la difficulté de l'offensive. Voilà, c'est ça la vraie problématique. Donc il y a ça qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas du côté ukrainien, mais dont on entend quand même un peu parler, c'est tout le travail dans la profondeur qui est fait pour démanteler la cohérence du système militaire sur 20, 80 ou peut-être même jusqu'à la frontière russe kilomètres de profondeur. Donc les frappes sur l'artillerie et notamment les fameuses TOS 1-4 là, qui sont une artillerie de lance-roquettes multiples qui est très efficace contre les troupes ukrainiennes, ils sont ciblés les uns après les autres. Mais pour ça, c'est le travail des avants dont je parlais au rugby. C'est-à-dire qu'il faut que pour savoir où ils sont, il faut qu'elle bouge, il faut la faire tirer. Et après la faire bouger, et éventuellement essayer d'être en mesure de la frapper avant qu'elle se désengage. Vous voyez, c'est tout ce jeu-là, comme aux échecs, il faut qu'il y en ait un qui fasse c'est le premier qui joue, qui met un pion en avant. Ouais. Vous avez des grands maîtres qui ont 10, 20, 30 coups d'avance par rapport au premier coup qui est avancé. Là, c'est pas possible. Ce qui est possible juste, c'est de se dire, je vais regarder comment ça réagit, et peut-être même que j'irai complètement à gauche ou ailleurs, et je basculerai mes forces à un autre endroit où peut-être c'est pas attendu. Là, aujourd'hui, on voit que l'effort, elle est clairement vers Zaporizhzhia, et peut-être qu'à la fin, l'offensive, là où les arrières sont lancés, comme au rugby, elle se passera ailleurs. Alors,